bonjour à tous. Je suis Laurent Charles, je suis content de vous accueillir aujourd'hui. Et moi, je suis Emmanuel Vasselet, je suis le directeur technique d'Enaline. Laurent ne s'est pas présenté, mais il est connu comme le loup blanc. C'est le président et le CEO d'Enaline. Merci Emmanuel. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui et je mets ça en route. Voilà, super. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à HEG et je voulais en profiter pour remercier chaleureusement HEG de nous accueillir dans ces beaux locaux. C'est quelque chose d'important pour nous d'être aussi présents dans le monde académique, d'être partenaire avec ces grandes institutions-là. Donc merci encore. On aura un petit mot tout à l'heure en début d'après-midi sur HEG. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire et on va faire un petit peu d'histoire et on va parler un petit peu du monde de l'informatique et du logiciel depuis un certain nombre d'années. Donc on va monter dans la machine à remonter le temps et puis on va voir un certain nombre de choses tous ensemble. La première chose que je voulais signaler, c'est qu'on va revenir il y a 30 ans, il y a 40 ans en arrière et au début du logiciel, au début du micro-ordinateur. Le micro-ordinateur est arrivé, certains d'entre vous ont croisé ces engins-là, et on s'est mis à faire des programmes. On ne parlait pas forcément de logiciel à ce moment-là. On s'est mis à faire des programmes, et on s'est mis à faire des choses qui ont permis de la gestion de l'entreprise, donc des choses très intéressantes. Et puis par ce biais-là, jusque dans les années 1990 à peu près, les programmes, le logiciel, dont le logiciel de gestion est devenu majeur, et les entreprises se sont posé la question comment faire. Comment faire du logiciel? Comment faire quelque chose? Quelles sont les bonnes approches? Quelles sont les bonnes méthodes que l'on doit utiliser pour faire ce qui est cette industrie naissante, cette discipline naissante plus qu'industrie? Et à ce moment-là, de façon très naturelle, les programmeurs, les informaticiens se sont tournés vers ce qui existait déjà, c'est-à-dire vers l'industrie. L'industrie qui existe depuis 100 ans, 200 ans, etc. Et qui avait mis en place tout un tas de pratiques, de bonnes méthodes, avait normalisé, avait défini des règles du jeu pour créer des projets, pour gérer des projets. Donc les gens du logiciel eh bien, se sont mis à aller regarder au niveau de l'industrie pour savoir ce qui s'était... ce qui se passait, comment on faisait. Et ils se sont appropriés les méthodes, les pratiques de l'industrie. Et puis le monde de l'informatique, du micro-ordinateur s'est mis à se complexifier, on s'est mis à faire de plus en plus de choses, on s'est mis à faire intervenir de plus en plus de gens. Et puis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années plus tard, on est arrivé dans les années 2000, début, on n'est pas à 10 ans près sur ces choses-là, et on s'est rendu compte en fait que faire du logiciel, c'était douloureux. C'était douloureux parce que la complexité grandissante du logiciel faisait qu'en fait, on avait énormément de mal à faire un logiciel qui correspondait à ce que les utilisateurs demandaient. On avait énormément de mal à se comprendre avec les utilisateurs. On avait énormément de mal à faire un logiciel qui soit dans les temps. Un logiciel, ça ne faisait pas ce qu'on voulait, c'était toujours en retard. Et puis, on avait du mal à faire, par conséquent, à suivre les budgets. Quand tout se passait bien, on avait les trois à la fois. Ça, c'est des choses qui ont été le quotidien des gens du logiciel. Et puis, ils se sont posé la question, comment ça se fait? Comment ça se fait? L'une des premières réponses qui a été apportée, c'est le fait de dire, mais le logiciel, c'est nouveau, ça va très vite, ça change, et on applique des méthodes qui sont basées sur toute une expérience de plusieurs dizaines ou plus que ça d'années. Donc, dans le monde industriel, on sait suivre les choses, on sait qualifier, on sait identifier, on sait définir ce qu'on veut, on sait budgéter, etc. Mais dans le monde du logiciel, ça change tout le temps, c'est très nouveau. En fait, évaluer quelque chose, sur tous ces aspects, quelque chose qui est complètement nouveau sur des disciplines qui sont obsolètes d'une année sur l'autre, etc., c'est quelque chose de très compliqué. Donc là, les gens du logiciel ont fait ce constat en disant, mais en fait, les méthodologies de l'industrie appliquées au logiciel ne sont pas forcément tout à fait adéquates, puisqu'on a mis un certain nombre de contraintes, et dans l'informatique, on s'est approprié un certain nombre de contraintes liées aux approches industrielles qui n'ont pas d'objet.
Le logiciel s'est dématérialisé, ça change très vite, c'est complètement, ça peut se réparer, etc., etc. Et donc là, il y a des gens qui ont dit, mais je vous rappelle que dans les années 40-50, il y a un truc qui, encore une fois, venait de l'industrie, qui s'appelle le Lean, où on se dit, on va faire les choses petit à petit, où on se dit, on va faire les choses en évitant le gaspillage. Et donc, les penseurs du logiciel se sont réappropriés le Lean, avec le contexte spécifique du logiciel pour... voilà. Et on fait ce que l'on appelle aujourd'hui l'agilité, ou les approches agiles. Les approches agiles, c'est la réappropriation dans un contexte très particulier du logiciel, dans lequel tout ce qui était inadéquat, en fait, a été purgé. On s'est mis à l'agilité, et puis, au cours des années 2000, on a vu apparaître Scrum, XP, Kanban, etc. Bref, et puis au bout d'un moment, les programmeurs, les informaticiens, les gens qui travaillaient sur les technologies naissantes comme le web, les technologies moins naissantes comme les logiciels de gestion, ces gens-là sont devenus agiles, étaient contents d'être agiles, et l'agilité a trouvé sa place, plus ou moins rigoureuse, mais globalement l'agilité a trouvé sa place. Et finalement, il y a eu un certain consensus sur le fait que c'était une bonne pratique, c'est une bonne pratique pour développer du logiciel. Et pendant ce temps, l'industrie elle-même a muté. L'industrie elle-même a découvert le logiciel. L'industrie a tout à coup s'est rendu compte de quelque chose qui était très important, c'est qu'il y avait de plus en plus de logiciels dans l'industrie et que le logiciel fondamentalement faisait muter l'industrie parce que l'industriel venait de découvrir que on crée une valeur différente avec du logiciel. Donc là, vous avez quelques exemples, mais globalement, pour dire que depuis le début du siècle, en fait, tout business est devenu un business logiciel, et l'industriel a vu vraiment son cœur de métier changer. Je me souviens d'un de mes employeurs précédents qui, à un moment donné, au début des années 2000, a constaté d'un point de vue RH qu'il recrutait plus d'informaticiens que de son cœur de métier d'origine. C'est quelque chose qui a eu plus de 10 ans aujourd'hui, et ça fait partie de cette mutation-là. L'industrie change de métier. Les métiers deviennent des métiers d'informaticiens. La deuxième chose, on en parlait un petit peu précédemment, les façons de travailler, les façons de concevoir, la R&D a également changé. L'industrie mute dans ses processus de développement. On ne fait pas du logiciel de la même façon qu'on fait le reste. Ou plutôt si, on peut faire du logiciel de la même façon qu'on fait le reste, mais ce n'est pas efficient, ça prend du temps, etc. Et on rencontre les problèmes dont on parlait tout à l'heure. Le logiciel, c'est itératif, c'est processus, ça change, ça se répare. On a même, par exemple, un concept qui commence à disparaître, c'est le concept de maintenance. La notion de maintenance en logiciel, c'est quelque chose qui n'existe de moins en moins. On ne fait pas de la maintenance, on fait un produit, puis un autre, fait une version, puis un autre, puis une autre. Les différentes versions, elles rajoutent des fonctionnalités, elles corrigent des problèmes, mais globalement, on n'est pas en notion de maintenance comme on l'était ou comme on l'est dans l'industrie. Donc tous ces processus-là évoluent, et on vous en reparlera aussi. Et puis un troisième élément de la mutation industrielle, ce sont les modèles économiques qui changent. Et ça, c'est peut-être le plus important, c'est que la valeur de l'objet industriel, il est de moins en moins dans l'objet et il est de plus en plus dans le logiciel, il est de plus en plus dans le service, et il est de plus en plus dans quelque chose qui n'est pas le métier d'origine de l'industriel. Et du coup, juste, je voulais profiter pour mettre ça en lumière, et c'est malheureusement l'actualité nous donne un exemple concret de ça. Je ne sais pas si vous êtes forcément au courant des déboires de Boeing autour de son fameux 737 MAX dont on parle depuis un mois. Derrière tout ça, il semble, alors encore une fois c'est sous contrôle, les investigations sont toujours en cours, ce qui ressort quand même derrière ça, c'est ce qui sous-tend en fait les problèmes, c'est qu'aujourd'hui, pour une société comme Boeing, le logiciel est devenu une source énorme de profit, et voire même certains analystes tendent à dire que c'est la source de profit numéro 1 d'une compagnie aérienne, le logiciel et les add-ons dans les avions.
Et des add-ons, ce n'est pas uniquement plus de films quand vous faites un transatlantique ou d'avoir votre version locale de Candy Crush pour péter vos scores quand vous allez à l'autre bout de la planète. Les upgrades logiciels, ça comporte aussi le fait d'indiquer que, par exemple, le capteur qui permet de savoir si l'avion il va comme ça ou comme ça, eh ben, il est défectueux ou pas. Pour une compagnie aérienne, en 2019, ce n'est pas forcément complètement obligatoire de se dire que cette mise à jour logicielle, purement logicielle, qui est liée à un défaut matériel, soit en standard dans l'avion et que ce soit une mise à jour payante. Et ça va même plus loin, c'est que même les autorités de régulation, la FAA en l'occurrence, ne rend pas ces mises à jour obligatoires. Alors forcément, au vu de ce qui s'est passé ces dernières semaines, ça va forcément évoluer, mais on voit bien que pour une industrie aussi matérielle que des avions, des choses qui coûtent à l'achat sur catalogue, un 737, je crois que c'est 500 millions de dollars, quelque chose comme ça. Donc on est vraiment dans du matériel lourd, hein. On ne parle pas du device IoT qui va vous espionner dans votre salle de bain. On parle de matériel lourd, et bien malgré ça, le logiciel reste quand même la source de profit la plus importante pour une compagnie aérienne. Donc au final, on a vu le logiciel change l'entreprise, et notamment l'entreprise industrielle. L'entreprise industrielle doit faire de plus en plus de logiciels, et donc nécessairement se pose la question comment faire ce logiciel, en ayant constaté que les pratiques habituelles, les méthodes habituelles, finalement, ne se trouvent pas si adéquates. Et une entreprise industrielle, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'est-ce qu'elle fait? Elle va regarder les gens qui ont l'habitude de faire du logiciel. Donc on voit l'industrie qui va se tourner vers le monde du logiciel pour aller regarder les bonnes pratiques, et notamment les pratiques de l'agilité. Et c'est intéressant de voir ça, c'est que les gens du logiciel ont regardé l'industrie, se dire comment faire au départ, et maintenant c'est l'industriel qui dit tiens, eux ils savent le faire, comment font-ils? Et donc il y a une appropriation par l'industriel des pratiques agiles, tout simplement parce qu'il faut intégrer de l'agilité dans le monde du développement logiciel, quel qu'il soit, et de plus en plus dans l'industrie également, parce qu'aujourd'hui, dans les investissements dans le monde, c'est quasiment 3/4 des investissements dans le monde relatifs au logiciel, ce n'est pas des investissements sur les sites web, sur les mobiles, sur les logiciels sur plateforme, ce sont des investissements industriels. Donc c'est quelque chose de majeur. Donc le logiciel change les industries, et les industries doivent changer et changent également avec le logiciel, et ont un contexte, mine de rien, différent. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du logiciel dans l'industrie comme on fait un logiciel qui doit tourner sur un ordinateur ou qui va tourner sur un téléphone. L'industriel, il a des contextes et des contraintes et un environnement qui est assez particulier, et il a des challenges spécifiques à résoudre avec le logiciel. L'un de ces challenges, c'est la maintenance à long terme. Quand on pense un programme, un logiciel, on pense sur 1 an, sur 2 ans maximum, enfin on pense sur des courtes durées. Quand on est un industriel et qu'on parle d'un avion, un avion c'est 50 ans. Une voiture c'est minimum 10 ans, c'est 15 ans. Donc on a de la maintenance à long terme à faire, et on doit penser le logiciel à long terme, et on doit penser à tout ce que ça veut dire de faire des dépendances, d'avoir des contraintes et des contraintes de maintenance à long terme. Par exemple, cette fois, Airbus a dépensé plus d'argent à refaire des logiciels pour le programme A300. Il y a une conférence très intéressante sur le sujet, à refaire les choses parce qu'ils ont perdu leurs outils au cours de la vie, parce que les outils ont été arrêtés, des choses comme ça. Donc il y a des vraies contraintes très particulières sur ce qui est la maintenance. Ensuite, quand on est dans le monde de l'industrie, eh bien, on n'est pas sur l'équipe de 7 personnes, qui est l'équipe logiciel type, qui est l'équipe agile type. On est sur des programmes de R&D qui impliquent des centaines, voire des milliers de personnes. Donc il faut être capable d'envisager à large échelle ce type de travail, ce type de collaboration, et ce type de collaboration notamment autour du logiciel. C'est quelque chose qui est important. Et à large échelle, c'est à large échelle en nombre de personnes, c'est à large échelle en nombre d'intervenants, c'est à large échelle aussi dans la dynamique que ça doit avoir. Discuter avec les demandeurs, les gens du logiciel, les gens de la production, les gens de la maintenance industrielle, etc. et accélérer les temps de cycle, ça fait partie de ces contextes de large échelle que doit gérer un industriel. Le troisième point, c'est qu'un industriel, il y a des contraintes de confidentialité. Mais les pratiques
demande à ce que l'on collabore. Donc globalement, on a un problème à résoudre quand on est dans le logiciel de l'industrie, c'est qu'on doit tous partager, mais personne ne doit rien savoir. Et il faut trouver où on met le curseur à ce niveau-là, parce qu'il y a tous ces enjeux-là sont à prendre en compte. On n'est pas dans un monde complètement où tout peut être ouvert. Il faut gérer ça. Donc ça, c'est un contexte important. Et quand on le multiplie par la longueur du temps et par le nombre de personnes impliquées, c'est important. Et puis, la dernière chose, c'est de contrôler sa chaîne de production. Il y a quelque chose que l'on voit beaucoup, sa chaîne de production logicielle. Quelque chose que l'on voit beaucoup dans l'industrie, c'est la sous-traitance. Beaucoup d'industriels ont sous-traité, et beaucoup d'industriels ont aujourd'hui besoin à nouveau de reprendre du contrôle parce qu'ils ont perdu le contrôle. Donc ça, c'est le contrôle de sa chaîne de production d'une façon très générale. Donc tous ces challenges-là, en fait, ce sont des challenges que nous, on vit depuis que nous existons. C'est ce qui fait la particularité de notre approche, de l'approche Enaline, c'est d'avoir essayé de répondre à ces questions-là et pas uniquement de répondre à des questions relatives au bien faire du logiciel. Bien faire du logiciel, c'est quelque chose. Bien faire du logiciel dans un contexte particulier, dans un contexte de masse, c'est quelque chose qui fait notre spécificité. Et donc, je passe la main à Manuel maintenant, qui va vous parler de Tulip. Moi, je vous ai parlé de contextes généraux. Moi, je vais vous parler de Tulip, et en préambule, avant de rentrer dans le détail de, on va dire, Tulip maintenant et Tulip dans le futur, j'aimerais profiter de la TulipCon, comme je le fais à chaque fois, pour demander aux gens qui participent à Tulip, les gens qui font le développement, les gens qui font le support, les gens qui font la promotion, de se lever, parce que c'est grâce à eux. Allez, don't be shy, be up. Et je vais vous demander de les applaudir, parce que c'est grâce à eux que vous avez un super logiciel. Alors pour ceux qui sont clients, vous savez que vous avez déjà un bon logiciel. Pour ceux qui découvrent, vous allez voir tout ce que ces gens font de bien durant toute cette journée. C'est bon, vous pouvez vous asseoir. Surtout qu'en plus, c'est pas facile de se lever et de s'asseoir ici à HEG. Il faut faire un choix. Quand on est à HEG, soit il faut s'asseoir, soit il faut se lever, mais on ne peut pas être entre les deux. Bref, c'est grâce à toutes ces personnes qu'on peut avoir un logiciel aujourd'hui de qualité qui va encore évoluer. Et donc, ça me tenait à cœur de remercier chacun et chacune d'entre vous aujourd'hui devant nos clients et partenaires et prospects, et curieux, etc. Donc Tulip, alors je ne vais pas vous faire un topo sur Tulip aujourd'hui. Si vous voulez des démos, on a des stands, il y a plein de choses qui vont être présentées. Surtout, vous allez pouvoir découvrir Tulip présenté par des utilisateurs dans quelques minutes, dizaines de minutes. Moi, je vais plutôt vous donner un petit peu de perspective sur ce qu'on observe aujourd'hui. Déjà, le premier point qui est intéressant, c'est pour tous ceux qui font de l'informatique et du logiciel, c'est la partie cyclique de notre métier. Et le cycle, en ce moment, fait revenir quelque chose qui s'appelle l'ALM, qui avait disparu il y a encore 1 ou 2 ans. On ne parlait plus du tout d'ALM. Et l'ALM revient en force. Nous, ça nous fait plaisir parce que, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, dès le début, on s'est positionné comme Open ALM. Donc forcément, quand ça reparle d'ALM, ça nous intéresse. Mais surtout, ce qui est important derrière, c'est ce que ça sous-tend. En fait, aujourd'hui, on reparle d'ALM principalement parce qu'on sort d'une période où, en termes d'outils, on est allé vers des outils qui sont hyper spécialisés. L'outil pour les développeurs, l'outil pour le QA, l'outil pour la logistique, l'outil pour etc., etc. Et en se disant, on va essayer d'avoir un outil qui fait une seule chose et qui peut parfois le faire bien. Mais en fait, on a oublié qu'en prenant un seul outil qui fait une seule chose, on crée des silos. On crée des silos de développeurs, de QA, de logistique, de clients, de CRM, etc. Alors qu'en fait, ce qu'on voit, et notamment dans le contexte industriel dont parlait Laurent juste avant, c'est que le gros challenge qu'on a maintenant, c'est de faire des logiciels ou de faire des produits à beaucoup plus nombreux, avec des équipes très très larges. Et généralement, ce qui plante une équipe ou un projet ou un programme, c'est très rarement les outils. La plupart du temps, c'est les problèmes de communication qu'on peut avoir entre les différents groupes. Parce que
On ne s'est pas synchronisé parce qu'on ne savait pas, parce qu'on n'avait pas accès, parce qu'on ne savait même pas qu'il y avait quelque chose qui nous permettait un truc de ouf. Avec du logiciel, nous, on est capable de faire de l'intégration continue et donc tous les jours, en permanence, on vérifie la qualité du logiciel qu'on livre. Mais pour des gens qui font de l'industriel et du matériel, ça, c'est des choses qui ne sont même pas concevables. Donc, comment on peut imaginer qu'il peut même y avoir un outil qui va faire ça, si on ne vous l'a pas dit? Et donc, l'ALM, la promesse de l'ALM, c'est de se dire, on va mettre tout le monde autour de la même plateforme, et à un clic ou deux, on a l'ensemble des informations qui sont nécessaires pour suivre un projet et un produit. Donc, ça revient principalement d'arriver parce que il faut faire communiquer les gens, les personnes autour de leurs produits et de leurs projets. Et la deuxième partie sur l'agilité, c'est, Laurent l'a bien expliqué, c'est le fait que on peut très bien faire des logiciels en mode waterfall, il n'y a aucun souci. La seule contrainte, c'est qu'il faut connaître dès le départ l'intégralité des specs de notre logiciel. Et donc ça, c'est forcément compliqué dans des mondes qui bougent. Et donc du coup, l'agilité est une réponse à ça, de pouvoir itérer, de pouvoir changer, de pouvoir s'adapter, et surtout de pouvoir faire venir de nouvelles pratiques. Ces pratiques d'intégration continue, de déploiement continu, ça vient dans un package qui est de pouvoir livrer plus rapidement, plus efficacement, et de pouvoir changer d'avis. Donc ça, c'est le positionnement dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et c'est globalement ce qui va driver la roadmap de Tulip sur 2019 et 2020. Donc concrètement, les trois gros piliers de l'année qui vient. Alors, il y a des choses qui sont déjà en partie disponibles, notamment la semaine prochaine, on sera au charbon pour mettre à disposition de tout le monde la version 11.0 de Tulip. Donc ça, ce sera disponible mercredi ou jeudi prochain. Donc il y a déjà des éléments de ça qui seront disponibles dès la semaine prochaine. Et sur le reste de l'année, on va travailler sur ces trois grands axes. Donc le premier, c'est l'agilité à l'échelle, et notamment avec SAFe. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Si ça vous intéresse, ou si vous voulez apprendre ce que c'est, Laurent et Geoffroy vous feront une petite présentation en cours d'après-midi sur déjà l'introduction à ce que c'est que SAFe, qu'est-ce que ça veut dire l'agilité à l'échelle, et comment ça peut se mettre en place avec Tulip. Et nous, ce qui va nous intéresser derrière, c'est comment on fait évoluer Tulip pour fournir un meilleur cadre possible pour le support de SAFe. Ensuite, une notion extrêmement importante, notamment dans des contextes industriels ou normés, c'est la notion de baseline. Donc là aussi, on aura une petite intervention cet après-midi sur le sujet, puisque ça fait partie des nouveaux modules qui seront livrés en 11.0. C'est la capacité à prendre une photo d'un état, d'un projet, à un moment donné, et de reprendre une photo un petit peu plus tard, et de se dire qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Pourquoi mon projet dérive? Comment ça se fait qu'on s'était dit que ça faisait qu'on avait 3 mois de budget et qu'au bout d'un mois, on en est déjà à 6 mois de dérive planifiée? Qu'est-ce qui justifie ça? Eh bien, la baseline est là pour essayer de donner des inputs aux équipes, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que dans un monde qui change, on a beau tracer les choses, des fois, il faut pouvoir faire remonter de l'information. Et enfin, le dernier axe, sur la partie DevOps, alors on l'a pompeusement nommé DevOps for All. Le point, c'est surtout l'intégration continue, par exemple. C'est quelque chose qui existe depuis une bonne dizaine, voire une quinzaine d'années, voire les premiers précurseurs, c'était au début des années 2000, mais le vrai problème, c'est que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ça faisait appel à des spécialistes. Si vous n'aviez pas des gens qui savaient vraiment bien faire de l'intégration continue dans vos équipes, soit vous en faisiez un tout petit peu, soit vous en faisiez pas du tout parce que ce n'était pas gérable. Et donc, l'idée, ça va être de travailler sur rendre beaucoup plus facile à toutes les équipes toutes les possibilités d'intégration continue, et notamment dans son interfaçage avec Jenkins. Alors, cette roadmap, elle va être modulée, forcément, puisqu'on a un principe de fonctionnement qui est un peu particulier, qui s'appelle l'Open Roadmap, sur laquelle nos clients, nos partenaires influent directement sur la direction dans laquelle nous allons aller. Donc, je peux vous donner rendez-vous en 2020 pour
dans un an pour voir si cette roadmap a été respectée ou s'il y a d'autres éléments qui sont venus se greffer à cette roadmap. Mais en tous les cas, c'est les grandes orientations que l'on voit aujourd'hui et on va dire que c'est à peu près les choses sur lesquelles on est certain de pouvoir avancer cette année. Et un petit peu d'autopromotion aussi, pour conclure cette partie-là. Alors, un petit graphique dégueulasse qu'on a copié-collé. Ah non, c'est mieux ici. D'une publication d'un groupe qui s'appelle HTF Market Intelligence sur l'analyse du marché de l'ALM, donc sur la période 2012-2017 avec une programmation 2018-2023. Et nous, on est les rouges tout en haut. Bah oui, vous le voyez bien, pardon. Déjà, ça nous a fait plaisir que sur les 7 acteurs majeurs de l'ALM, déjà, on soit identifié, parce que, bon, des fois, on n'a pas forcément la vision de ce qu'on fait, etc. Et puis surtout, le deuxième petit plaisir, c'est la petite barre en bleu qu'on voit au milieu, une petite PME qui s'appelle IBM, où on nous place devant IBM, donc ça nous fait plaisir, et surtout ça nous fait plaisir par rapport à ce qu'on a pu voir au cours des années 2000, début 2010, où globalement, choisir IBM, c'était ne pas faire le mauvais choix. On ne pouvait pas se faire virer pour avoir choisi IBM, paraît-il, dans les DSI dans les années 2000. Il semblerait que cette maxime ait du plomb dans l'aile, et du coup, pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, on espère que pour la TulipCon 2020, on aura grappillé encore quelques places. Il nous reste encore quelques gros à croquer. Et maintenant, je vais repasser la main à Laurent pour... Merci, je voudrais saluer nos 2 visiteurs d'IBM qui sont dans la salle, là. Donc, merci d'être toujours là. En tout cas, nous sommes très fiers d'être entrés dans la compétition mondiale et d'être reconnus. Et ça a été une belle surprise pour nous quand ce genre de publication arrive en parlant d'avenir. Bref, parlons un peu d'avenir. Donc maintenant, on me dit on rentre en compétition mondiale. Et là, l'objet d'ici de la TulipCon, c'est de vous faire une annonce. Nous sommes à Genève. Nous avons un certain nombre d'événements qui sont positionnés au cours du premier trimestre sur le marché suisse. Et la première annonce qu'on va vous faire, c'est l'annonce de la création d'une filiale d'Enaline en Suisse occidentale, avec pour objectif d'apporter un service de proximité pour tous les acteurs industriels du marché suisse sur les sujets dont on vient de parler. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. Donc, longue vie à Enaline Suisse allons-y, go. Donc voici pourquoi, aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes ici en ce moment. Et puis notre approche du marché suisse, c'est de travailler aussi avec des partenaires. Donc on a le plaisir d'accueillir la société. Merci. On a le plaisir d'accueillir, ah oui, effectivement, ça change. La société Serial, qui est un de nos premiers partenaires en Suisse et que vous pourrez rencontrer là-bas au niveau d'un stand. Donc voilà, ça c'était la première l'annonce qu'on voulait faire. L'événement important qui va changer un certain nombre de choses concernant la vie d'Enaline et l'internationalisation d'Enaline aujourd'hui. Voilà, cette TulipCon est terminée. Ouais, c'est super, on est dans les temps. Donc, pas cette TulipCon, cette keynote. La TulipCon ne fait que commencer. Donc, merci beaucoup. Et merci encore à HEG de nous accueillir.